Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je vais commencer tout de suite cette vidéo en vous présentant, donc ça fait quelques temps déjà que vous voyez ça sur ma chaîne. J'ai un partenariat en fait avec les bougies Ava May et j'ai reçu un colis, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et je vous mets en description en barre d'infos toutes les infos si vous voulez aller vous rendre sur le site et bénéficier. À chaque fois, vous avez un petit pourcentage. Voilà, moi je reçois les bougies et puis en échange, je vous les présente et du coup, vous avez un petit pourcentage. Tout est en barre d'infos, donc je vous laisse aller voir ça. Donc j'ai reçu deux grosses bougies. Je rappelle, Ava May, c'est des bougies qui sont naturelles, qui sont véganes, voilà, parce qu'elles sont en fait faites à partir de soja. Elles durent assez longtemps, personnellement je les utilise beaucoup. Il y a des petits formats, il y a des grands formats. Là je suis sur, vous verrez, petit format de bougie qui dure 40 heures. Et j'aime beaucoup les fragrances qu'ils font. Je trouve que vraiment, pour le coup, c'est des bougies qui sentent quand vous les mettez dans votre maison, dans votre appart. Et j'utilise énormément, d'ailleurs j'ai presque écoulé le stock que j'avais. Bref, je vous présente donc celle que j'ai reçue, donc Caraïbes, Bahamas. Alors, vous avez toujours un super beau packaging, donc tout est recyclable, hein, le carton, il n'y a pas de plastique, donc je tiens à le dire. Et il me semble qu'elles sont fabriquées en Europe. Elles sont vraiment super belles, je trouve. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là on est sur... j'adore, c'est un peu mat la bougie, donc il y a toujours, hop, en bois, le petit couvercle en bois, vous pouvez mettre votre bougie dessus. Ça sent trop bon, ça sent le monoeil. Alors là ils m'ont envoyé une sélection, je pense que je vais partir en vacances. Ça sent terriblement bon. Celle-ci, elle sent le monoeil. Vous avez l'impression d'être dans les îles. Alors moi le monoeil, j'en achète souvent en été pour m'hydrater le corps et ça me fait trop penser forcément aux vacances. Et celle-ci, elle est canon. Franchement c'est une de celles pour l'instant qui pour moi sent le meilleur. En plus elle est très belle. Je vous montre ce que j'ai reçu d'autre. Donc autre petit packaging sympa. Sicile. On part en Sicile, donc j'imagine que ça va sentir le citron avec... Ah trop, franchement elles sont canon. En bougie. Donc là on est sur... c'est orange comme vous pouvez voir. Alors qu'est-ce que ça va sentir? Ah ouais, ouais c'est ça. Ça sent trop bon. Ça sent, ouais, ça sent les vacances, ça sent les agrumes. Alors je ne sais pas si ça sent plus l'orange ou le citron, mais ça sent divinement bon et ça prend pas la tête. C'est hyper fin comme odeur. Oh, j'adore ça, j'ai trop hâte de la tester aussi. Mais ça sent hyper bon. Vraiment, là pour l'instant, c'est un sans faute dans ce que j'ai reçu. Et ils m'ont envoyé, alors ça va être un peu plus galère à sentir, Santorin, Grèce. Et ça c'est pas des bijoux, des bougies, c'est un diffuseur de parfum. Bon vous connaissez, vous savez, vous mettez les petits bâtons. Moi personnellement je les mets, alors ça dure 40 jours les diffuseurs de parfum. Les miens je les mets dans mes toilettes. Et je vous avoue que ça sent très très bon. Alors, le problème du diffuseur de parfum c'est que quand vous le sentez là c'est tellement concentré que souvent... c'est... Ah, je vais pas y arriver. Je veux pas m'en mettre partout. Ah, ça y est. Ça sent la mer. Oui, c'est très frais. Pour le coup, c'est très iodé, je trouve. Et alors, je saurais pas vous dire exactement ce que ça sent. Mais moi, ça m'évoque l'océan, la mer. C'est une fragrance hyper iodée. Un petit peu plus... je pense qu'il y a un petit peu de musc dedans. Parce que ça sent un peu plus fort que les autres. Mais ça sent très très bon. Voilà, donc, et après, bon, je vais pas réussir à mettre le bouchon, c'est pas grave. Hop, vous mettez, il y a le petit... Moi, je vais le faire d'ailleurs, hop. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, hop, on met les petits bâtons. On fait ça. Bon, faut enlever la petite ficelle, bien sûr. Et hop, vous mettez ça après dans une entrée, dans vos toilettes, dans votre salle de bain, etc. Ça imprègne les petits bâtons et ça sent hyper bon.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets le lien vers le site. Vous pouvez, je sais que quand vous pouvez retourner gratuitement si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez renvoyer hein, les bougies, etc. Mais vraiment, à chaque fois, moi j'ai eu de super produits. Là, donc, vous avez vu, on est plus sur des fragrances qui partent sur les vacances, donc j'ai hâte de tester ça et je vous en reparlerai bien sûr. Cette fois-ci, on va passer au point lecture. Alors, il s'agit bien sûr aujourd'hui d'un point lecture et je vous préviens tout de suite, prenez un café, prenez un petit thé, faites-vous plaisir parce que ça va durer un certain temps. J'ai énormément de choses à vous montrer et je crois que je n'ai que de très très bonnes lectures. Donc je m'excuse par avance si votre pile à lire grandit. Il y a un petit peu de tout, il y a surtout alors il y a du thriller, du polar, bien sûr, je ne suis pas organisée donc j'ai fait ça n'importe comment. Je vais commencer peut-être par tout ce qui est un petit peu fantasy, fantastique et ensuite je vais aller sur la littérature blanche et sur le thriller. Je vais commencer par, j'aurais pu m'organiser un peu mieux, hein. Cette vidéo est un peu bidon, désolée, hop voilà, tout tombe. Bon, allez, soyons un peu plus sérieux. J'ai commencé donc par tout ce qui est SFFF. Je commence avec un troisième tome. Je vais être rapide parce que, comme je viens de vous le dire, c'est un troisième tome. Donc c'est le tome 3 de Second Écumène, tome 3 qui s'intitule Providence de John Crossford. C'est aux éditions Critiques. Vous avez déjà vu donc le premier tome, le deuxième tome sur ma chaîne. L'auteur va en écrire 5. On est dans la science-fiction, on est sur du planète opéra, donc en fait les hommes ont colonisé une galaxie, de nouvelles planètes, etc. Et puis comme d'habitude, bah, vous avez différentes factions qui vont se faire la guéguerre, donc d'un côté vous avez le pouvoir qui veut étendre son hégémonie sur toutes les planètes, de l'autre vous avez la religion, notamment l'église catholique qui veut s'imposer, imposer son point de vue, et puis vous allez avoir des factions rebelles. Et dans ces factions rebelles, vous avez des personnages qu'on appelle des alters, qui ont des facultés différentes des hommes. Donc par exemple, vous avez des télépathes, ou des personnages qui peuvent... c'est la télékinésie, je crois, qui peuvent faire bouger des objets, etc. Donc forcément, l'église va se liguer contre ces créatures du diable, etc. Voilà, c'est du space opéra dans ce que ça a de plus pur. John Crossford, il écrit vraiment, et c'est noté au début, il écrit pour divertir avant tout le spectateur. Donc c'est vrai que parfois il y a des facilités au niveau de l'intrigue, notamment des facilités au niveau des personnages qui sont un petit peu trop manichéens de mon point de vue, et une intrigue qui parfois, pour des raisons, disons, narratives, accélère un peu trop rapidement à mon goût. Voilà, c'est ce que je reproche à l'auteur. Après, ça fait le job, ça se lit super bien, super vite. Et surtout, je trouve qu'il est très doué au niveau de tout ce qui est spatial, parce que si vous avez envie de bataille, vaisseaux spatiaux, etc., ça marche du tonnerre, il connaît bien son sujet. Voilà, donc le 4e tome sort, me semble-t-il, au mois de mai, si je vous dis pas de bêtises, ou au mois d'avril. Voilà, on les a là, hop, vous les avez les 5 couvertures. Voilà, donc à suivre pour la suite. Ensuite, toujours dans ce qui est du fantastique, je vous présente donc Les dangers de Fumeroli de Mariana Enriquez, c'est aux éditions du Sous-sol. Mariana Enriquez, je vous en ai déjà parlé, c'est l'autrice, alors elle est argentine, et c'est elle qui a écrit Notre part de nuit, si je ne me trompe pas, ouais, que j'avais beaucoup aimé, qui était une énorme pavasse, mais qui était très 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 bien écrite. Là, elle revient, alors en fait c'est un ancien livre, vous savez comme ils font souvent, qu'ils rééditent, en tout cas qu'ils éditent en français. C'est un recueil de nouvelles, donc il y a 12 nouvelles, alors comme vous le voyez sur la couverture, qui vont tourner autour de la mort, qui vont tourner autour du folklore argentin, notamment avec les défunts, les revenants, les esprits, les fantômes. On va être beaucoup en présence d'adolescents, de maladies mentales. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Alors bien sûr, il y a des nouvelles que j'ai préférées à d'autres, mais en fait, elle est incroyable, cette autrice, parce qu'en quelques lignes, elle vous plonge déjà dans l'histoire. Alors attention, c'est glauque, c'est sombre, c'est parfois un peu trash, un peu violent.
On parle beaucoup de fantômes, mais les fantômes, c'est les revenants. Et j'ai l'impression que c'est lié aussi intimement au folklore de ce pays. Et ça soulève aussi des questions sur notamment... il y a beaucoup de disparitions d'enfants qui se passent dans ce pays-là. On parle de sorcières, donc la mise au ban toujours des femmes. C'est transgressif, c'était vraiment excellent. Je ne peux que vous inviter à découvrir cette autrice à travers les nouvelles. C'était une bonne porte d'entrée pour ensuite tâter de son gros roman Notre part de nuit, qui met aussi à l'honneur le folklore argentin avec des histoires un petit peu de revenants, de passages dans l'au-delà, etc. Donc allez-y, le livre en plus il est vraiment canon. Donc ça c'était tout ce qui était science-fiction. Je vais passer donc cette fois-ci à la littérature. Allez hop, on va faire comme ça, littérature plutôt contemporaine. Ouais, on va faire ça. Et ensuite je terminerai par tout ce qui est thriller. Alors, un tout petit livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, c'est aux éditions Point. C'est un livre qui fait 80 pages, achetez-le, vous l'avez lu en 1 heure, et c'est une vraie claque. C'est l'histoire de Fabien, il est en CE2, et les parents de Fabien ont décidé, se sont convertis à l'islam, et ont décidé d'aller rejoindre Daesh en Syrie. Et ils emmènent avec eux leur fils, donc Fabien qui est en CE2, qui aime ses copains, qui aime la poésie, qui aime jouer avec les filles, qui aime jouer avec les garçons, etc. Et en fait, c'est Fabien qui nous raconte son histoire, donc c'est un point de vue d'un enfant qui a 8-9 ans, Daesh, voilà. C'est très éprouvant comme lecture, parce qu'il nous raconte le papa qui part avec la Kalachnikov, la maman qui devient d'un coup complètement voilée. Je sais plus comment il leur donne un surnom d'ailleurs, je me souviens plus comment il les appelle. Lui qui comprend pas ce qui lui arrive, à un moment donné il va à l'école des lionceaux du califat, où on lui apprend à ne pas pleurer quand on voit un homme se faire exploser la tête devant soi. Jusqu'au moment où bien sûr Daesh est mis en déroute et il va se retrouver dans un camp avec sa maman. C'est terrible, mais c'est choquant. Vous vous dites mais c'est pas possible que ces gens-là aient pu faire ça à des enfants. C'est incompréhensible. Voilà. Vous êtes sonné à la fin de ce livre et enfin moi à la fin, la manière dont ça se termine, j'en ai pleuré. C'est vraiment simple, c'est beau. Mais ça nous montre une réalité qu'on se prend en pleine face, c'est très très difficile. Franchement, Rachid Benzine, il écrit très très bien et je peux pas dire j'ai adoré, parce que mais ça m'a tellement touchée. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le découvrir, allez-y parce que c'est une vraie claque. Ensuite, en littérature plutôt blanche, j'ai un petit coup de cœur pour ce livre Nuit américaine de Pierre Réhoff aux éditions Cosmopolis, que je n'avais pas du tout vu passer, en tout cas sur les gens que je suis sur Instagram, je l'ai vu passer nulle part et j'ai adoré. Si vous avez aimé Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, je vais y arriver, vous allez adorer ce bouquin. Au départ, on est au début des années 60, on suit Fabio, qui vit dans un petit village. Alors c'est là où il y a l'aéroport de Rome, c'est Fiumicino, je sais plus comment ça s'appelle. J'arrive jamais à me... Bon bref, là où il y a l'aéroport n'est toujours pas construit, etc. Et Fabio, il travaille avec son père, il a une entreprise où ils font de la glace, mais pas des glaces à la fraise, de la glace, parce que c'est pas encore très moderne, donc les gens n'ont pas forcément de frigo, et donc pour conserver les aliments, il faut de la glace. Donc il vit avec son père, il est avec ses copains, et puis il va rencontrer une fille qui s'appelle... c'est Andrea la fille ? Je l'ai lu il y a un petit moment et je me souviens plus, je crois que c'est Andrea, qui elle est fascinée par la Cinecittà, donc la cité du cinéma à Rome, et qui voudrait absolument rentrer dans ce milieu, alors pas en tant qu'actrice, mais elle voudrait être
derrière la caméra par exemple. Et ils vont tomber amoureux, c'est des gamins, hein. Fabio il a 19 ans je crois, Andrea, non c'est Raffaella, pas Andrea, Raffaella elle a 14-15 ans, ils tombent amoureux. Et puis Fabio va être entraîné, alors c'est vraiment malgré lui, il va se retrouver dans une espèce de trafic de drogue, mais vraiment malgré lui, parce que Fabio, ce qui le caractérise, c'est un personnage qui est bon par nature, qui a une certaine innocence et une certaine naïveté. Il va se retrouver dans cette espèce de trafic de drogue, il va se passer des choses, il va être obligé de s'enfuir, il va partir pour New York, parce que à New York, il a son oncle qui est à New York et qui a fait fortune là-bas, donc il se dit, bon bah je vais être accueilli par mon oncle et pouvoir refaire ma vie là-bas. Son oncle, à New York, en effet, a fait fortune puisqu'il est à la tête de la mafia italienne. Et donc, on va suivre l'apprentissage de Fabio dans les rues de New York et il va gravir tous les échelons de la mafia italienne avec son oncle, avec lequel il a une relation assez étrange. Et c'était trop bien. Parce que le personnage de Fabio, il reste bon au fond de lui. Il est confronté à la misère, il est confronté à la guerre des gangs, il est confronté à la prostitution. Il va quand même suivre le code d'honneur des Italiens qui se refusent à vendre de la... Donc la mafia se refuse à vendre de la drogue, à exploiter des mineurs. Alors il y a de la prostitution, oui, mais pas de mineurs. Et puis des armes. Donc ils ont un certain code d'honneur, vraiment, c'est à l'ancienne. Et vous suivez ce personnage de Fabio et en fait j'ai été embarquée, c'était vraiment trop bien. Et enfin je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une histoire de mafia, une histoire de famille, une histoire d'amour contrarié et c'était trop bien. Il est assez gros ce livre, il fait 540 pages. Je crois que je l'ai bouffé en 3 jours parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Et vraiment, si vous avez aimé Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, ça m'a fait beaucoup penser un peu à ce roman d'apprentissage, ce gamin qui arrive à New York et qui va monter tous les échelons de la société. C'est un peu la même chose et c'était trop bien. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, c'est chez Cosmopolis et je crois qu'on n'en a pas entendu assez parler. Et donc je passe ensuite au thriller. Au thriller. Ouais, c'est ça, c'est du thriller. Alors, moi je vais commencer par le grand format, puis je finirai par les poches. J'ai lu L'île de Yule de Johanna Gustafsson, c'est aux éditions Kalman Levy dans leur collection noire. Il est sorti fin janvier, me semble-t-il, donc entrée littéraire de janvier, et j'ai beaucoup aimé ce petit roman, ce petit thriller qui finalement est pas très gros. C'était vraiment bien trouvé de la part de l'autrice. Donc nous sommes sur une petite île au large de Stockholm. Sur cette île il y a un manoir, le manoir des Gusman. Et les Gusman c'est une famille très fortunée et ils veulent faire l'inventaire de toutes leurs œuvres d'art. Et ils vont faire appel à Emma Lindahl qui est experte en art. Donc elle va se rendre dans ce manoir qui est immense, qui comprend plein de pièces, etc. Donc Emma, elle va commencer à faire son petit inventaire, des œuvres d'art qu'elle peut croiser, des objets, etc. Mais ce manoir a une histoire, puisqu'en fait, quelques années auparavant, une dizaine d'années auparavant, une jeune fille a été retrouvée pendue à un des arbres du manoir, dans une étrange position avec les doigts de pied des gros orteils liés entre eux. Et puis je sais plus, il y a une histoire autour du cou, je crois qu'il y a une paire de ciseaux qui pend. Bon, ça c'est l'histoire du manoir. Et quand Emma se trouve dans ce manoir, il s'avère qu'on va retrouver au large de cette île une jeune fille, pareil, prise dans les glaces, qui s'est noyée. Et dans c'est le même modus operandi que ce qui s'est passé il y a quelques années auparavant. Donc forcément on va dépêcher le commandant Karl, je sais plus quoi, je me rappelle plus, Rosen je crois. Donc un policier qui va venir enquêter. Et puis Emma, de son côté, elle va trouver des choses un peu troublantes dans ce manoir, donc elle va aussi enquêter de son côté. Ce qui est intéressant, c'est que l'autrice, déjà, alors elle vit en fait, hein, d'après ce que j'ai compris, elle vit en Suède, donc on est vraiment plongé dans la culture suédoise. D'ailleurs, elle fait faire appel
à l'histoire de la Suède avec le passé viking, il y a toute une histoire autour des rites vikings, etc. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais en fait ce qui est intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle instaure une ambiance un peu pépère, un peu tranquille. Voilà, au début on est un peu dans un thriller un peu tranquillou. Une femme qui a été tuée il y a quelques années, une autre, le meurtrier court toujours, le flic, la fille qui fouine son nez un petit peu partout. Et puis elle vous explose au visage des révélations que vous n'aviez pas vu venir. J'en compte au moins 3 comme ça, où vous dites « Putain mais c'est pas vrai quoi, c'est pas possible, j'avais pas vu ça ». Et c'est hyper malin de sa part, et c'est ce qui donne en fait vraiment l'originalité de ce bouquin. Je l'ai lu en une journée, c'est pour vous dire, je crois que je l'ai lu un dimanche, parce que j'ai commencé le matin, j'ai terminé le soir, et en fait j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Voilà, donc une histoire qui semble un peu classique, mais de par les révélations que nous fait Johanna Gustafsson, et voilà, on est un peu bluffé quand même à la fin. Ensuite, je continue avec du thriller. J'ai lu La Conjuration primitive de Maxime Chatham aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais acheté cet été. Et puis Siana sur Instagram me dit tiens, si tu veux, on le lit ensemble. Donc hop, je l'ai glissé dans ma palle du mois de février et on l'a lu. C'est une très très bonne lecture. Maxime Chatham, j'ai lu il n'y a pas très longtemps La Constance du Prédateur. Et en fait, ce qui est le dernier tome de cette saga qui met en scène Ludivine. Et donc là c'est le premier tome, voilà, premier tome La Conjuration primitive, dernier tome La Constance du Prédateur, et entre il y en a 3 ou 4 je crois, bouquins. Alors dans ce bouquin, déjà je voudrais alerter en disant que c'est quand même un thriller qui est hard. Moi j'ai trouvé hard, il y a des scènes qui sont difficiles, des scènes où on décrit des corps, notamment le rituel des serial killers. Voilà, si vous êtes sensible, je pense que ce bouquin ne va pas vous convenir. Moi je l'ai trouvé quand même assez difficile. Alors au départ on est avec une brigade de gendarmes, Alexis, Ludivine et Seignon, qui vont enquêter sur d'abord un premier meurtre, où le meurtrier va signer avec je pense que c'est masculin ou féminin, je ne sais pas, un astérisque, donc vous savez la petite étoile, et un E sur le corps de ses victimes, donc dans la région parisienne. Sauf qu'on retrouve également la même signature dans l'est de la France, et en fait ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas affaire à un serial killer, mais à 2 serial killers, qui signent du même signe le corps de leurs victimes, alors qui ont des procédés d'assassinat différents, mais en tout cas ils semblent appartenir au même camp. Voilà, donc ils vont devoir enquêter sur ces serial killers dont les meurtres deviennent de plus en plus frénétiques. Il y a un truc dans ce livre au bout de 300 pages, 200 pages, je crois. Ce truc, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est très fort de la part de Maxime Chatham d'avoir fait ça. Vous vous dites, mais c'est pas possible, il n'a pas osé faire ça quand même. Oui, il l'a fait. L'enquête va partir, alors je vous dis pas quoi, mais vous prenez un truc en pleine poire, vous vous dites non, c'est pas possible. Et si, il a osé. Donc après on est dans une intrigue assez classique, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a des flics qui courent après un serial killer. Ce qui m'a marqué, c'est donc cette chose qui arrive à peu près à la moitié du livre, où vous vous dites ah ouais d'accord, bon. Et puis ce qui m'a marqué, c'est le côté quand même assez ardos des meurtres, où on n'est pas dans le crâne non plus, mais bon, oui voilà, c'est un peu trash. Il n'y a que la fin qui m'a un peu déçue, où je trouve que l'auteur en fait un peu trop dans la surenchère. Voilà, il est dans la surenchère, il a voulu en faire beaucoup, faire une explosion finale, un feu d'artifice, et pour moi, j'ai moins aimé. Mais cela dit, je vous le conseille quand même, parce que c'est un très bon tome de saga. Allez-y, c'est excellent, et puis le personnage de Ludivine, il est vraiment top. On le retrouve dans La Constance du Prédateur. Je le tourne parce qu'en fait je le vois, il est là, juste là. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre.
Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai terminé très récemment, c'est Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbrück, toujours aux éditions Pocket. Vous allez voir, là je suis subventionnée par Pocket parce que les 3 livres c'est Pocket. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors on est dans du roman policier historique. Franchement, je l'ai lu en 3 jours. Alors c'est une petite bricasse, hein, il fait 620 pages, mais je les ai pas vus passer. On est en 1789. On suit Gabriel Joly qui a 23 ans, qui monte à Paris pour devenir journaliste. Il va intégrer le journal dans lequel travaille son oncle et on l'a cantonné aux rubriques des spectacles, du théâtre. Bon, ça l'amuse pas du tout. Et puis en fait il va s'intéresser à une histoire parce que il a été commis des meurtres, il a été commis des meurtres par un mystérieux justicier, donc un personnage qui s'habille tout de noir avec une cape, il tient un loup en laisse et en fait il va au secours des opprimés, donc par exemple des prostituées qui se font agresser dans la rue, il lâche son loup qui s'attaque aux brigands et lui il les tue d'un coup de sabre. Donc un justicier qui vient secourir les âmes en peine et surtout notamment les femmes. Et Gabriel Joly se dit que là il y a quand même un article à faire, donc il va commencer à enquêter. Gabriel Joly c'est un personnage qui est très attachant, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il a une certaine innocence, une certaine candeur. Dans le même temps il est très cultivé, il a fait des études, il a un sens de l'observation assez aiguisé, un peu à la Sherlock Holmes. Voilà, il repère des détails qui vont lui mettre la puce à l'oreille et donc il va faire alliance avec l'inspecteur Guyot, qui est un inspecteur de police, pour essayer de démasquer ce fameux loup des Cordeliers. Ça, c'est l'intrigue principale. Vous avez aussi une intrigue en arrière-plan que j'ai beaucoup aimée parce qu'en fait, on nous raconte la Révolution française de 1789. Donc vous allez croiser des personnages historiques, vous allez croiser Danton, vous allez croiser Camille Desmoulins, vous allez croiser Robespierre, vous allez croiser Louis XVI, vous allez croiser des tas de marquis, Mirabeau, etc. Et en fait, on va vous raconter comment s'est déroulée cette révolution. Donc en fait, j'ai envie de dire que les 2 intrigues fonctionnent complètement de manière parallèle. C'est simplement le contexte historique dans lequel évolue Gabriel. Mais je trouvais super bien, ça m'a remis tous mes cours d'histoire du collège en tête. Et en fait, je m'aperçois qu'Henri Lovenbrück, il sait parfaitement bien raconter l'histoire de France, avec des anecdotes, il s'est beaucoup documenté. On apprend plein de mots de vocabulaire, on apprend plein de choses, plein d'anecdotes qui font l'histoire avec un grand H et la petite histoire avec un petit H. Et en fait, c'était trop bien, voilà. Donc en fait, c'est sûr que cette histoire de loup des Cordeliers, c'est une petite intrigue policière qui n'est pas tout à fait terminée parce qu'en fait c'est un premier tome. On sait à la fin qui est le loup des Cordeliers, mais on va pas savoir par exemple pourquoi il agit comme ça, etc. Parce que après, j'imagine que ça va se dérouler dans les autres tomes. Voilà. Après, il y a le mystère de la main rouge, une nouvelle enquête de Gabriel Joly. Mais c'était passionnant, et j'ai appris plein de choses. Et je me suis régalée. Donc vraiment, et c'est très accessible. Franchement, ça se lit, c'est d'une fluidité. C'est pas non plus un style simple, mais c'est Henri Lovenbrück, il écrit très bien. C'est accessible à tous et allez-y parce que je me suis régalée sur ce thriller, enfin roman policier historique. Et je termine avec mon coup de cœur absolu. C'est Les Âges sombres de Karen Maitland, toujours des éditions Pocket. Alors malheureusement ce livre est épuisé. Déjà moi à l'époque je l'ai acheté en 2020, je me l'étais commandé sur Gilbert Joseph d'occasion. Je sais que vous pouvez le trouver encore d'occasion. Il était sorti en grand format chez Sonatine, ensuite il est chez Pocket. Donc vous ne le trouvez plus en neuf. Je ne sais pas pourquoi Karen Maitland n'est pas réédité. C'était une lecture qui fait 760 pages et que j'ai bouffé. Je crois, j'ai dû mettre 4 jours pour lire ce livre, tellement j'étais prise dans l'intrigue. C'était trop bien. Et je vous assure que Karen Maitland, elle a écrit 4 autres livres. Alors il y en a 3 autres livres, pardon. Il y en a un qui n'est pas traduit, mais les 2 autres, c'est sûr que je vais me les commander. Tellement c'était génial. On est en 1321, dans le village d'Ulewick, en Angleterre. Et on va suivre des villageois, en fait, dans ce petit village. Alors, les villageois qui sont soumis aux impôts du Seigneur des lieux, qui est un être infâme, soumis aux impôts de l'église catholique,
qui vient tout le temps prélever, vous vous faites enterrer, faut payer un impôt, vous vous mariez, faut payer un impôt, faut donner 10% de vos récoltes à l'église catholique. Ils sont tributaires, ces pauvres villageois, du temps. À la fin, Karen Maitland, elle a mis des notes et elle dit que dans cette période-là, ça a été vraiment une période très sombre, d'où le titre du livre, en Angleterre, parce qu'en fait il y a eu des mauvaises récoltes, il y a eu un changement climatique intense, il y a eu des sécheresses, il y a eu des inondations, et il y a eu des épidémies et des famines incroyables qui ont décimé la population d'humains, mais aussi la population de bétail, qui fait que les gens se sont retrouvés à crever de faim. On a vraiment cette sensation-là de villageois pris en étau entre d'un côté ils doivent se soumettre au Seigneur, à l'église, et puis de l'autre côté ils sont complètement soumis aux aléas de la météo, les pauvres, et c'est la misère la plus totale. Enfin ils sont dans la boue, ils sont dans la... ça pue, les excréments, etc. Vraiment quand vous lisez ça vous dites mais mon Dieu je suis bien aujourd'hui en 2023, parce que vivre à cette époque-là, qui plus est quand on est une femme, mais quelle horreur, il n'y avait aucune perspective d'avenir dans ce petit bled paumé. Donc d'un côté on suit les villageois, d'un côté on suit un prêtre qui a été casé dans ce bled parce qu'en fait il y a des rumeurs qui disent qu'il a une aventure avec un moine, donc pour le punir on l'a mis dans ce bled et ce prêtre il a qu'une envie, c'est de se tirer, de revenir à la capitale. Il voit bien en même temps que ces ouailles, ils en ont rien à faire de l'église, que les villageois vont plutôt d'ailleurs se tourner vers le folklore, le paganisme. Et lui, on va dire que sa seule porte de secours, c'est d'essayer de rameuter tous les villageois dans son église pour bien se faire voir de la part de l'archevêque et retourner là où il veut aller. Et pour ça, il va se tourner vers une communauté de béguines. Donc les béguines, ce sont des femmes. Ce mouvement a pris naissance plutôt en Europe du Nord, donc plutôt aux Pays-Bas notamment. Ce sont des femmes qui se réunissent en communauté, qui vont servir Dieu, mais qui ne sont pas des religieuses. Par exemple, vous avez d'anciennes prostituées, vous avez des femmes qui ont divorcé, qui viennent avec leurs enfants, et en fait elles se mettent au service du béguinage. Donc vous en avez une qui va être spécialisée, qui va soigner, il y en a une qui va faire la cuisine, il y en a une qui va faire les récoltes, etc. Et tant qu'elles vivent entre femmes, donc les hommes ne sont pas acceptés, hein, et puis si elles veulent partir, eh bien elles ne font pas de vœux en fait, pas comme des religieuses, elles peuvent partir à tout moment. Et donc elles vivent totalement en autarcie, elles ont leur chapelle, elles ont leurs bêtes, elles ont leurs récoltes, et en fait ces femmes elles sont hyper bien organisées, et donc pour elles ça va plutôt bien, elles ne connaissent pas la famine, et donc les villageois commencent un peu à être jaloux, et cette jalousie elle va être exacerbée notamment par le prêtre qui va leur dire voyez ces bonnes femmes là qui vivent sans hommes, ce sont des diablesses puisque a priori leurs bêtes n'ont pas été touchées par la maladie, elles ont encore de quoi manger, donc peu à peu les tensions vont s'exacerber au sein du village. Et on va nous raconter voilà, cette montée de la jalousie. En fait, il n'y a pas d'intrigue, c'est la vie des villageois, c'est la vie des béguines, c'est la vie de certaines femmes, notamment la jeune Agatha qui est chassée par son père, qui va se retrouver dans ce béguinage. C'est aussi une histoire de la religion, puisqu'en fait, vous avez d'un côté donc les catholiques, et puis les béguines qui vont commencer à s'orienter vers la religion protestante. C'est plein de subtilités, c'est pareil, Karen Maitland, elle a fait énormément de recherches, c'est hyper précis, c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, et en fait moi j'ai été en tension tout le long parce qu'on se dit qu'à un moment donné ça va péter forcément ces béguines, on va venir les faire chier, on va venir les foutre dehors, la violence va exploser à un moment donné, vous êtes toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de vous en disant quand est-ce que ça va péter, quand est-ce qu'on va venir les embêter en fait. Et c'était trop bien, et j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller cette autrice, dont je lirai, c'est sûr, La Compagnie des Menteurs et La Malédiction de Norfolk. Donc pour vous dire, ça a été publié, je crois que c'est 2012. Voilà, la traduction 2012, c'est un livre à l'origine qui date de 2009, donc c'est pas récent, mais allez-y, c'était excellent.
Voilà, c'en est fini pour ce point lecture. Vous avez vu, j'avais beaucoup de choses à vous présenter, des lectures toujours très intéressantes. N'hésitez pas donc à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés ou non. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!